Marc Hunyadi. Bonjour, vous êtes professeur donc, à l'Université de Louvain, professeur de philosophie morale, sociale et politique. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi un professeur d'éthique peut s'intéresser à la question du terrorisme et la prévention de la radicalisation? Sabine, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je suis professeur de philosophie morale, sociale et politique. Bon, il se trouve que le terrorisme est une question qui est vraiment transversale à ces trois champs qui les affectent, et qui les affectent même, je dirais pas à peu près, comme on dit au Québec. C'est-à-dire que vraiment ça met en question, le terrorisme comme phénomène, met en question fondamentalement des catégories qui relèvent soit de la philosophie politique, soit de la philosophie sociale, soit de la philosophie morale, sans compter tous les problèmes, je dirais, épistémologiques, méthodologiques qu'une recherche sur le terrorisme pose. Donc en fait, bon, la réponse elle est évidente. Concernant les catégories, quand on parle de personnes radicalisées, de prévention de la radicalisation, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble évident? Est-ce que ça vous parle ou est-ce qu'à votre avis, il demeure un flou sur la terminologie de ces termes? Bon, ces termes de radicalisation, d'ailleurs, comme le terme de terrorisme, sont des termes, en réalité, qu'on utilise tous les jours, qu'on utilise facilement. On sait à peu près dans la conversation quotidienne ce que ça veut dire. Et quand on cherche une définition conceptuelle un peu précise et rigoureuse, on se heurte à de très grandes difficultés. C'est un concept quand même qui est très relatif, à la fois aux circonstances, au contexte, et à ce à l'égard de quoi on est radical, en quelque sorte. Donc effectivement, c'est un terme très compliqué. Quand je vous parle de prévention de la violence ou prévention de la radicalisation, quelle réflexion on peut apporter, quel regard éthique on peut porter sur cette action de prévention de la radicalisation menée par les États? Voilà, alors justement, précisément, la lutte contre la radicalisation et donc sa prévention pose elle aussi un certain nombre de problèmes, puisque ça fait partie de ces concepts qui sont très facilement instrumentalisés. C'est-à-dire qu'on les emploie à une fin autre, en fait, que l'origine. Par exemple, il est clair on a tous entendu ça simplement au niveau des informations qu'on reçoit dans la presse, que le terme de terrorisme peut être utilisé pour lutter contre n'importe quelle forme d'opposition dans des États autoritaires, par exemple. Et donc, là aussi, avoir une définition claire de ce qu'est le terrorisme, c'est une question très compliquée, mais en même temps une question tout à fait essentielle, parce qu'il faut bien savoir ce contre quoi on entend bien lutter. Finalement, pour un professeur de philosophie, quand on revient sur l'histoire de la philosophie, on peut se poser la question, est-ce qu'être radical, ou en tout cas développer une pensée radicale, est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose en soi? En tout cas, quelle réflexion on peut porter sur cette pensée radicale? Bon, c'est sûr qu'au niveau de l'histoire des idées, par exemple, les idées radicales font avancer les choses. Elles sont quelque chose de déstabilisateur qui soit apporte quelque chose de complètement nouveau, soit oblige à repenser en fait ce sur quoi on est d'accord. C'est ce qui se passe en fait avec le terrorisme. C'est quand même très frappant de constater que les actions terroristes, les événements terroristes sont des choses qui ébranlent à ce point je dirais, l'arrière-plan culturel partagé que nous avons, que cet arrière-plan vient au premier plan, on le réinterroge, on le re-questionne. Ce serait venu à l'idée de personne de penser, par exemple, avant les attentats de Paris, que boire des verres sur des terrasses faisait partie de notre identité. Bon, ben voilà, c'est un élément culturel de notre identité. Le terrorisme oblige, d'une certaine manière, à reformuler, à réexpliciter, je dirais, ce qui nous lie, notre contrat social, ce que j'appelle notre contrat social, c'est-à-dire effectivement l'ensemble des normes, des valeurs et des règles sur lesquelles nous sommes d'accord et qui sont précisément mises en question par un phénomène comme le terrorisme. J'allais justement vous poser une dernière question là-dessus, mais qui est une question vaste et compliquée. Est-ce que vous pensez qu'il y a des formes de violence ou de contestation légitime, parce que j'imagine que c'est une question qui peut se poser philosophiquement. Est-ce qu'il y a des formes
de contestation qui peuvent se justifier. Et comment on peut faire d'un point de vue éthique pour distinguer cette violence légitime de la violence illégitime? Oui, terrorisme, violence, conflit, tout ça c'est pas équivalent. Donc évidemment qu'il y a des violences légitimes. Plus exactement, je dirais, pour être simple, que la violence commence à être légitime lorsque toutes les autres voies sont épuisées. Alors c'est très clair, par exemple, dans nos démocraties, puisque nos démocraties sont des États qui sont faits, au fond, pour intégrer le conflit à un niveau symbolique, des conflits symboliques. Ça veut dire simplement qu'on ne prend pas les armes pour les résoudre, mais qu'on les discute dans l'arène, soit publique, soit parlementaire. Et donc là, c'est clair que, là, par exemple, très tôt, dans les théories de la démocratie, dès le XVIe siècle, au fond, s'est posé le problème de l'objection de conscience. Qu'est-ce qu'on fait quand un individu, de par ses convictions, en fait, ne peut pas se plier à la loi générale? Ça pose aussi des problèmes très compliqués, parce qu'on peut suivre, par exemple, sa volonté ou sa conscience en ne faisant pas, de service militaire, par exemple. Mais alors, évidemment, on instaure une double légalité. La légalité de l'État, qu'on reconnaît par ailleurs, mais quand même la sienne propre, parce que c'est elle qu'on veut suivre. Donc, bon, tout ça pose des problèmes très compliqués. Et on voit bien aussi que tout ça est très, je dirais, culturel, contextuel. Si on avait assassiné Hitler, c'est sûr que ça aurait été un acte terroriste, mais en même temps, le terrorisme n'est pas toujours unilatéralement condamnable. C'est pourquoi, encore une fois, la réflexion théorique sur ces questions est extrêmement importante, parce que notre pratique même, et je pense par exemple à la pratique de la prévention simplement du terrorisme, elle est imprégnée de concepts. Qui traite-t-on de terroriste? Quels sont les critères du fait d'être terroriste? Quels indicateurs on utilise pour essayer de dépister la radicalisation dans un esprit? Ce sont des questions extrêmement compliquées qui nécessitent une grande prudence, y compris épistémologique. Je vais vous donner un exemple. Si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, plus exactement, si on veut lutter efficacement contre la radicalisation, il est clair que, au fond, il faut dire que la radicalisation, c'est un processus mental. Ça se passe dans l'esprit. Alors l'esprit, ça veut dire au niveau des émotions, au niveau affectif, au niveau cognitif aussi, etc. Enfin, c'est dans l'esprit, quoi. C'est un phénomène, c'est un processus mental. Bon, pour comprendre un phénomène mental, on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre possibilité, nous autres, qui voulons comprendre ce phénomène, que de nous mettre à la place, en quelque sorte, du terroriste. C'est très intéressant, parce qu'il y a justement eu un débat de savoir est-ce qu'il faut comprendre les motivations du terrorisme. Il y avait un de nos anciens ministres en France qui disait comprendre, c'est déjà légitimer. Absolument. Est-ce le cas? Je pense que c'est la chose la plus bête qu'il ait dite, parce que c'est vraiment tout à fait scandaleux, et qu'en plus ce soit un socialiste qui dit ça est proprement scandaleux et d'une inintelligence, je dirais, que je considère coupable, parce qu'il est évident, même du point de vue strictement politique et stratégique, si on veut lutter contre un phénomène, il faut le comprendre. Il faut savoir ce qui se passe dans la tête d'un radicalisé. Raison pour laquelle, je le répète, on n'a pas d'autre solution que de se mettre de son point de vue, que d'adopter, que se décentrer en quelque sorte vers son point de vue. Et pour se décentrer vers son point de vue, il faut le lui demander, il faut le faire parler, il faut qu'il raconte lui-même sa propre histoire, il faut lui donner la parole, sans quoi on se rend coupable au fond de ne pas lui donner la parole, de l'objectiver en quelque sorte comme un rat de laboratoire, si vous voulez, dont on veut juste éliminer le comportement. Mais ça, c'est pas comprendre. Observer les symptômes extérieurs d'un comportement, c'est pas comprendre un comportement. On se donne les possibilités d'interpréter certains signes extérieurs. Mais c'est pas la même chose que de comprendre les raisons, si vous voulez, internes, pourrait-on dire, qui ne sont pas accessibles de l'extérieur, qui ne sont pas accessibles par l'observation extérieure, donc de donner les raisons intérieures qui motivent tel et tel acte. Alors évidemment, c'est très difficile, il faudrait accumuler beaucoup de données narratives, qualitatives en quelque sorte, pour pouvoir y accéder. Mais ça me semble absolument indispensable pour comprendre ce phénomène et donc lutter contre.
Merci beaucoup d'avoir bien voulu donner votre éclairage sur ces questions. Je pense qu'on a besoin d'avoir des réflexions de personnes qui travaillent dans le domaine de l'éthique dès lors qu'on s'intéresse à la prévention de la radicalisation. Merci beaucoup. Merci à vous.